Allô tout le monde! Bienvenue à l'épisode 8 de Asiate Imparfaite. Donc, l'épisode 8 est pour clore la saison 1, ou la seule saison qu'on va faire, on n'est pas sûr. De ne pas revenir vers vous, on sentait que c'était comme un break-up without closure. Mais de notre part aussi, là, je pense que we need closure on this season. Puis, donc, on a décidé, Emmanuel et moi, d'enregistrer une conversation entre nous deux, dans laquelle on parle du processus, puis dans laquelle on répond à des questions qu'on a reçues. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Mm-hmm. C'est une sorte de point final sur le travail des 6 derniers mois. And de un, on va parler en français et en anglais. I'm definitely going to be speaking a lot of English and going back to French. Puis de deux, on a demandé, des personnes qui ont écouté le podcast, on leur a demandé de nous envoyer des petites questions. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. C'était la question « Pourquoi Asiate imparfaite? Imparfaite au standard de qui? » Donc, peut-être que ça vaut le coup d'expliquer le titre, Laura. Le titre a pris max 5 minutes à trouver. On rédigeait, en fait, la demande de subvention ensemble. Puis on en faisait un peu chacun de notre côté. Puis à un moment donné, j'ai pris 1 minute à juste comme écrire des noms de titres. Puis j'ai dit « Ah, mais j'aime Asiate imparfaite, Imperfect Asian. » Puis t'as dit « OK, ce sera ça. » Donc honnêtement, tu sais, on n'a vraiment pas passé beaucoup d'énergie sur le nom. C'était vraiment un instinct. Puis c'est comme si on avait trouvé un peu après comment ça fait du sens. Asiate imparfaite est pertinent pour une diversité de raisons, donc, dont une étant le mythe de la minorité modèle. La perfection n'existe pas. Puis aussi, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu de chaos dans la vie. Puis cette image-là de perfection que je vois partout me donne envie de vomir. En fait, ça me fait chier. Mm-hmm. Ça me fait chier de voir des comptes Instagram parfaits, de voir des produits parfaits, la peau parfaite des gens, puis tout ça. Donc, tu sais, je pense que comme la perfection, pour moi, je suis pas attirée par ça. Puis c'est quelque chose que je trouve agressante, agressante parce qu'elle est tellement partout. Donc, d'une certaine façon, c'est pour ça que sûrement que j'ai trouvé ce nom-là. Puis aussi, pendant qu'on parlait du projet à des gens, en fait, on a réalisé, c'est vraiment un bon titre parce qu'à chaque fois qu'on disait le titre, il y a quelques personnes qui ont fait « Hey, c'est moi! » Donc, tout de suite, c'est comme si c'est des gens qui se sont reconnus dans le titre. Donc, après ça a simplement confirmé que c'était le bon. Mais en fait, c'est un titre qui a été trouvé vraiment en 2 minutes, sans grosse conversation. Oui, puis on parlait beaucoup, je me rappelle dans nos discussions au début, on parlait aussi beaucoup de parcours atypique. Et puis pour moi, comme imparfaite et atypique, c'est un petit peu des équivalents quelque part. Et puis oui, en effet, c'est vraiment à travers les entrevues, je sentais que le titre prenait vraiment de la place, prenait sa propre valeur. Je pense que c'était surtout avec André. En fait, il a infusé le titre. Et je pense que tous les invités ont fait ça à leur propre manière. Parce qu'en fin de compte, c'est que le parfait n'existe pas, mais le sentiment d'être imparfait, beaucoup de gens l'ont. Donc, c'est vraiment ça. Et puis moi, quelque part, une façon que je l'ai vu aussi, c'est que cet imparfait, c'est aussi être soi-même, puis être vrai. C'est des personnes asiatiques qui sont en train d'être eux-mêmes, puis donc quelque part qui sont en train d'être parfaites. Oh. Yeah. En fait, ça me fait penser à une question d'Anna qui dit « Sometimes the podcast refers to the typical Asian expectations, but no episode goes into details about what that typical narrative looks like. Why not? » Okay, first of all, Asian people know what I'm talking about, even if it's not clearly defined. I think, the podcast ultimately is for Asian people, and I think Asians know it. Second thing, you can look it up online, look up model minorities. So the third thing is that I feel like if I were to try to explain it, I would be kind of insulting people that follow that path. We did 7 episodes on people that are, entre guillemets, atypiques. And the subjects do overlap, and it brings a lot of different perspectives or energies. And, like, if I were to talk about
the typical path, I would have to kind of do the same exercise where I'm interviewing maybe 7 people to get different perspectives and just someone maybe that did that because they felt a lot of pressure, or someone that just did that, like my sister, let's say, because that's how they are. They just followed their own path and it ended up being kind of like a straighter path. So yeah, and that's why. I kind of feel that we wanted to focus on the atypical and on you not defining yourself based on what people expect you to be, but rather who you actually are. Right. Well, I'm just talking. Basically, use internet, Anna. Jeez. Il y a quelqu'un qui nous a écrit qu'elle avait vraiment beaucoup apprécié la désinvolture bilingue. Et je pense que Laura et moi, tous les deux, on était vraiment en amour avec ce mot-là. Désinvolture. Puis elle avait mis entre parenthèses que cette personne-là vient d'un monde anglais et français, donc le pratique dans son quotidien. C'est une pratique très montréalaise, je dirais. Et puis elle parlait aussi un petit peu de honte, de pouvoir s'afficher en tant que bilingue, et anglais et français. Je pense que ça, c'est comme genre la ligne directrice du podcast en général, qu'on voulait se mettre aucune limite. Oui. Et donc, si on voulait s'exprimer de quelconque façon, avec des gros mots, en anglais, en français... Puis en fait, le milieu culturel montre certaines réalités, mais il y en a plein qui ne sont pas montrées. Nous, on parle tout le temps français ou anglais, on switch. Avec nos amis aussi, on fait ça. Puis ça m'est arrivé de me faire dire « Ah, pourquoi tu y as parlé en anglais? » Puis ça, les personnes qui disent ça sont toujours soit des Québécois francophones de souche, on va dire, ou des personnes français de France, qui vont comme, on dirait, être choquées ou étonnées que j'ai switcher à l'anglais parce que c'est tellement pas dans leur quotidien. Puis tout d'un coup, c'est comme si j'étais aussi, d'une certaine façon, moins intégrée. Mais toi aussi, tu t'es fait dire ça. Oui. Vraiment, ça m'arrive probablement comme genre une fois par année, là. Je pense qu'on s'est beaucoup posé la question, est-ce que ça allait affecter la façon que les gens allaient l'écouter ou est-ce que ça allait affecter le fait que les gens l'écoutent? Mais on a décidé que, en fait... De rester fidèle à nous, comment qu'on est dans la C'est réalité. ça. Je veux dire, le but du projet n'a jamais été que le plus de personnes possible l'écoutent. On a vraiment mis de côté tout ce qu'on pensait que... Tous les questionnements par rapport à ce que les gens veulent entendre, est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce qu'ils vont être choqués. À chaque fois qu'on commençait à penser à ça, on prenait toujours la décision, non, on revient au noyau du projet. Puis, on a eu des questions par rapport à est-ce que tu vas avoir un invité adopté? Est-ce que tu as pensé à avoir une personne plus âgée? Tu sais, ultimement, oui, j'y ai pensé, mais le processus faisait que j'ai parlé à environ 35 personnes. Je cherchais pas ces gens-là pour faire un podcast. Je cherchais juste ces gens-là pour avoir des discussions avec eux, sans vraiment réfléchir au contenu du balado. Donc, un thème par épisode, j'aime pas vraiment nécessairement cette approche-là. Je préfère faire un thème par plusieurs épisodes parce que j'ai besoin, moi, personnellement, d'avoir une diversité d'opinions puis d'approches. Donc, tu sais, si un jour je pourrais parler d'interculturalisme, il faudrait que j'aille une émission avec un invité qui est en couple avec un Québécois de souche, une autre émission avec quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui est d'une autre origine ethnique, peut-être une personne qui est mixte. Mon approche au sujet serait de faire plusieurs épisodes sur le même sujet pour pas avoir des token guests. Je trouve que aussi cette saison-ci ou le projet Asiates Imparfaites, c'était vraiment une plateforme pour que des personnes de deuxième génération canadiennes, asiatiques, prennent de la place. Je me rappelle nos conversations, comme tu partageais avec moi le contenu des entrevues que tu faisais au téléphone. I was like, oh my God, that's so interesting. Like, we need to share this. Like, other people need to hear about this. Et là, il y a eu un moment où on a voulu faire de la recherche pour voir quelle sorte d'autres contenus asiatiques canadiens avaient été faits dans le passé sur les médias, que ce soit podcast, que ce soit web-série, que ce soit télé, whatever. And I think we were both shocked at like how little Canadian Asian content had been created. Like there were some, but they were kind of like few and far between. And what I kind of like realized through the conversations that you guys had throughout the different episodes is that actually there are so many topics. There's so much to explore. And I guess that's kind of like why people are kind of like hungry for more, is like they're hearing kind of like all these possibilities of like topics, all these things that like in the end, we realize that we don't know or we haven't explored or that like is being explored in a new way, So yeah, a lot more needs to be explored. But I guess this was just, un premier jet. C'est quoi qui t'a le plus
qui est le plus venu te chercher ou qui t'a le plus étonné ou qui, je sais pas? Je vais y aller instinctivement avec ça. Puis moi, c'était vraiment la famille. On a quand même eu des grosses discussions, toi par rapport à ta famille, moi par rapport à ma famille. Ben, en fait, je sais pas à quel point je t'ai partagé des choses, moi, de ma famille, mais comme tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Puis, il y a beaucoup d'expériences que tu racontais que, quelque part, je me reconnaissais. J'avais vécu des affaires équivalentes à des âges équivalents. Mais quelque chose qui m'a vraiment intrigué, qui m'a vraiment beaucoup fait de bien, c'est en écoutant les différents invités parler de leur famille, de leur relation parentale. En fait, c'était de voir toutes les différentes déclinaisons qui pouvaient exister. Puis au début, je pense que comme au début, j'avais que ma relation familiale, ma relation parentale. Puis là, toi et moi, on a commencé à parler. Puis ben là, j'avais nos relations. Puis là, au fur et à mesure que tout le monde s'ajoutait, qui parlait quand même quelque part d'identité, puis de, fitting in from one culture into another, just to see how rich, how diverse, and how varied the people's vision and approach to that was. Just in terms of conversations about fathers. I think back of Bore and yours conversation about your dads, and I just remember leaving that recording session and being like, wow, that was so beautiful, so positive. There's so much love. And I was surprised at how much love I'd kind of discovered in your words and in your exchanges. So, yeah, no, c'était vraiment beau. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as réalisé à travers le processus? Est-ce que toi, il y a quelque chose qui est vraiment ressorti? Je pense que j'ai besoin de plus de recul pour vraiment de savoir, mais ce que je vois que mes invités ont en commun, c'est que c'est des gens qui sont sensibles, qui ont un bon sens de l'humour, puis qui ont une certaine légèreté de vivre aussi, même si en fait les sujets sont très lourds, mais disons, tu vois André Ho en personne, puis il est vraiment drôle, puis sarcastique, pince sans rire, puis passive-aggressive. Puis qui ont aussi beaucoup de forgiveness. Like when they talk about their families, it's very sensible and forgiving and loving. Donc ça, c'est sûr que ça m'a fait énormément de bien. Puis je pense que ultimement, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi les gens qui écoutent, d'aller chercher un peu cette paix-là ou un peu une certaine réparation ou de pouvoir écouter que chez d'autres personnes, il y a une réparation qui a pu être faite éventuellement dans leur vie. Puis je veux dire, moi, les dernières années de ma vie ont été très difficiles, puis je pense que le balado a existé dans le contexte où on avait le temps because COVID, so we weren't working. On n'a pas d'enfants. On est bons amis, puis on a décidé de se garder dans nos bulles. Il y avait la montée du racisme envers les personnes asiatiques, je veux dire, à cause du COVID. Donc, on est devenu le bouc émissaire. Puis aussi, c'est un moment dans ma vie où, je veux dire, les dernières années, je suis restée très fermée. J'avais besoin de me réouvrir aussi à des gens. Puis ça me donnait une opportunité d'avoir une raison d'appeler des gens aussi, sans que ce soit oh, I'm asking you out on a date. Tu sais, je veux dire, en ayant la protection aussi d'avoir quelque chose en commun. And I guess the fact that I was Asian too really helped. Puis tu sais, 100% des gens m'ont dit oui. Tu sais, comme, ont voulu me rencontrer. Puis pour la plupart de ces gens-là, ils étaient comme, je savais même pas, premièrement, que ton métier existait, puis qu'il existait comme une personne qui faisait d'origine asiatique, qui fait ce que tu fais, c'est vraiment cool. Donc, si 100% des gens m'ont répondu de façon positive, comme ont répondu à une demande de rencontre de façon positive, ultimement, ça veut dire que les gens avaient besoin de parler puis de se réunir. Donc... je ne veux pas trop te pitcher des fleurs à la face non plus, là, mais moi, c'est une des raisons pourquoi, entre autres, j'ai voulu travailler sur ce projet-là et puis je t'ai encouragé puis à poursuivre ce projet-là, que je nous ai donné beaucoup d'énergie pour le faire. C'est... I find that you're a very inspiring person. It's really inspiring to kind of see you, the way that you barrel forward in your life and kind of in the way that you do things. Il y a beaucoup de gens qui vont hésiter avant d'agir. Je suis une personne qui peut être comme ça. Puis des fois, il faut que I need to build up the courage to kind of do something. And
it's just really sobering and really inspiring to see you kind of like just, say, fuck it, I'm just going to reach out to people. And like, if I get rejected, so be it. And they don't reject you because there's kind of like this, there's like an honesty, a simplicity, and I guess that's it. No ulterior motives. Puis, je veux dire, in terms of like, the fact that we did this, comme j'aurais pas pu le faire sans toi parce qu'il y a plein de moments où est-ce que j'ai senti de la peur. Puis, je veux dire, si t'avais pas été là avec moi en train de me dire Laura, just go for it, puis au pire, on lâche le projet puis on arrête, comme j'aurais pas continué à faire le projet. À chaque fois, je me disais, oh non, là, le monde va m'entendre parler de ce sujet-là, puis c'est super personnel, ou comme, ah merde, comme le monde vont savoir je suis qui. Puis tu disais, non, mais on va juste le faire, puis après ça, au pire, on ne sort pas. Tu me disais ça à chaque fois. C'est vrai. Puis j'étais comme, OK, donc je pouvais mettre la peur de côté parce que je me disais, je peux gérer cette part-là plus tard. Donc, j'encourage tout le monde à faire des trucs avec leurs amis. Puis c'est pour ça aussi que ça l'excuse aussi le fait que tu sois pas asiatique, parce que j'aurais jamais pu faire ce projet-là avec une personne qui est pas hyper proche de moi, tu sais. Puis toi, t'es une personne hyper proche de moi, t'as des compétences, tu sais, en production de contenu, en technique, editing, stuff like that. Fait que t'étais juste la personne parfaite pour comme m'accompagner dans ce projet-là. I just want to relate a little anecdote about being the one non-Asian person in the project. So when Laura and I were developing the project, it was just like conversations, we were like, conversation based on your conversation. But then when we actually started recording, then we were like I was faced with people that I didn't know, that I had never met before. And they were faced with this tall, white, bearded dude. I think every single time we greeted a guest, they would arrive, and there was always that kind of like that awkwardness of kind of like, oh, it's like, who's this person? And kind of like walking up the stairs and kind of making small talk and telling them where the bathroom was and setting up. And I think we got into a groove after a little while. But I remember like there was always like this moment where it was like, oh, so like you must be wondering why this like white guy is here on a project called Imperfect Asian. And there was always like this little anxiety, une petite nervosité dans mon estomac. So I was like, how are they going to receive me? How are they going to accept me? And I mean, the ultimate goal was, would they feel safe and comfortable in the space to totally open up? And ultimately, they were... Comme je pense qu'eux aussi, parfois, sentaient peut-être un malaise comme qui pouvait durer une demi-seconde, mais après, juste de se rappeler comme on fait confiance à Laura, donc... Une question que je me pose, c'est est-ce que tu sens une responsabilité envers ta communauté ou la communauté plus large asiatique de prendre de la place? Je ressens une certaine responsabilité de le faire pour les générations futures. Je prends quand même beaucoup de risques en termes de vulnérabilité. Je me dis que j'espère que ça vaut la peine. Puis, tu sais, je sens une responsabilité pour les plus jeunes. Puis aussi, just the struggle that I've had like all my life with mental health. Puis d'essayer de trouver des façons d'alléger ce struggle-là pour certaines personnes. Ça, je sais pas si je sens la responsabilité de le faire ou plus j'ai envie de le faire. Je pense que la responsabilité est un gros mot, puis j'essaie quand même de me donner le droit d'arrêter. Puis on s'est toujours dit ça. Il faut que ce soit le fun, il faut que ça nous fasse du bien, puis si c'est plus le cas, on arrête. On n'a pas enculé des mouches. Pour fitter dans ce qui existe déjà. Exactement. Parce qu'encore, le projet s'appelle Asiate Imparfaite, puis c'est pour sortir. En fait, ça, c'était très libérateur, que ça s'appelle Asiate Imparfaite. Moi, ça m'a donné... Comme je prenais des permissions pour beaucoup de choses à cause de ça. Même des fois, quand je fais des fautes d'orthographe dans les posts, je suis comme whatever. It's called Imperfect Asian. My mom's not impressed. Allô, Martine. Manu m'a beaucoup parlé de vous et de vos marches. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ma mère pendant 2 secondes? Oui. Est-ce qu'on peut parler des parents? Oui. Donc, ma mère est française. Elle est venue au Canada en 60... je vais dire des conneries, là, mais je vais dire en 76. J'ai beaucoup pensé à ma mère pendant qu'on était en train de faire les enregistrements, parce que je sais que comme beaucoup des conversations que vous étiez en train d'avoir par rapport à venir d'une autre culture et puis de vivre ce déplacement identitaire ou cette double identité, c'était quelque chose que
que j'ai reconnu chez ma mère, mais sans jamais qu'on s'en parle. Tu sais, que juste que ça soit présent. Puis à travers vos conversations, vous étiez en train de mettre beaucoup de mots à des questionnements que j'ai pu percevoir d'elle ou que moi j'ai eu ou que ma sœur a eu. Ça m'a vraiment fait réfléchir un petit peu à ce que ma mère, elle avait vécu en quittant son pays, en vivant ici. Puis on était en train de déjeuner il y a quelques jours. Et elle m'a dit, je sens qu'avec l'âge que tu es en train de prendre, que ton attention puis ton amour pour ta famille est en train de grandir. Et puis, elle m'a dit, je me sens en confiance dans ton amour. Puis je me sens en confiance avec toi. And like that was really touching. That was like I was like, damn, like, all right, shit's getting real. And then you weren't able to reciprocate, so you just like took out a mirror. What? J'ai un miroir. What? Yeah. Toi-même. Bounces off me, sticks on you. mais là où je veux en venir, c'est que je pense que ce projet-ci, ça a ouvert beaucoup de portes par rapport à ma famille, par rapport à ma relation avec ma mère. Et ça, c'est une question que ma mère nous a posée. C'était, après toutes ces années passées au Canada, est-ce que tes parents sont en paix avec eux-mêmes? Sont-ils fiers de leurs enfants? Et puis ça, c'est la grosse question, je pense, qui tue, en tout cas pour ma mère, là, je sais d'où ça vient. Regrettent-ils d'avoir quitté leur pays d'origine? OK. Oui, ils sont fiers de leurs enfants. Non, ils ne regrettent pas. Mais tu sais, mes parents viennent du Cambodge, donc comme quand on regarde la réalité du Cambodge aujourd'hui, ils ne regrettent pas du tout d'avoir pris ce choix-là pour nous. Puis, en termes de est-ce qu'ils sont en paix, tu sais, moi, honnêtement, je pense pas vraiment que les gens peuvent être en paix ever. Comme je veux dire, je pense qu'on peut essayer de se convaincre qu'on est en paix avec la vie puis tout ça, mais c'est la colère, tu sais, c'est les émotions, c'est la colère qui nous fait agir, qui nous pousse à créer, qui nous pousse à parler, qu'on trouve que quelque chose est injuste. Donc, je pense qu'être en paix, on peut être en paix avec certaines parties de nos passés, mais être en paix en général, pour moi, tu sais, honnêtement, comme you're just a dumbass. Take that, mom. Non, mais tu sais, je pense pas que... C'est tellement un gros mot qui, en fin de compte, veut rien dire. Tu sais, pour moi, c'est un concept abstrait qui n'existait pas, comme la perfection. Donc, voilà la réponse. Mais je peux dire, cependant, que pour continuer à parler de mes parents qui n'ont pas écouté le podcast, que quand j'ai essayé de leur expliquer que je faisais le podcast, ils ont changé de sujet. En fait, ils étaient vraiment inintéressés. Puis, je sens que mes parents sont bien. Donc, j'ai pas envie nécessairement de parler de la guerre, de mon passé avec eux, puis tout ça. Tu sais, on en a déjà parlé il y a longtemps, puis d'aller fouiller dans ces trucs-là avec eux, c'est des gens qui essaient de gérer le présent puis de prévoir le futur. Donc, c'est comme ça que je vois mes parents. C'est comme ça que je vois qu'ils ont réussi à passer à travers toutes les choses qu'ils ont vécues. Donc, je sens vraiment pas le besoin d'avoir ces conversations-là avec mes parents. Je veux dire, faire à manger, m'inviter à dîner quand mes nièces sont là. Puis, tu sais, je préfère juste me concentrer dans ce présent-là que d'aller fouiller. OK. Il nous reste combien de temps? 11h29, il nous reste 1 heure. OK, so hold on. On a fait tout ça ici. Expérimentation. Choisis invité, that's good. Anna, we're good. This one, what made you pick up the mic? Do you feel you kind of answered that? Yeah. L'évolution de notre amitié. We kind of been talking about our friendship a buttload. And people don't really care about our friendship. Right, that's true. So, Dave is asking, do you think individuals who are not BIPOC have a meaningful role to play as allies in your personal progress? Your podcast has certainly helped me to feel less isolated in my own challenges, and I wonder if my voice could help to empower you as well. Okay, by the way, Dave is part Jewish, part Latin American, but he looks, but he looks like just a white man. Yes. Which is why he's asking individuals who are not BIPOC. I mean, yes, Dave.
Okay, so in Quebec right now, or in the past few weeks, there's a story that came out about a racist teacher in a high school à Montréal-Nord, je crois. And I guess it reminded me of the fact that I had a racist teacher once. And one of the things is that nobody fucking notices. So if you do see someone that's being attacked, or no matter how subtle it is, you have the choice to either talk to the attacker or ignore them and just ask the person who's getting attacked, like, hey, I'm with you. Like, are you okay? Blah, blah. Don't look at him. He's just a dick. Like, whatever. Like, you're allowed to be present and show that you're present for the community of marginalized people. So I think this is where, white men can help. So it's not necessarily in talking for us. It's just being there as a support when we need it. I wonder if my voice could help to empower you. Like, for me, the only answer is yes. Is if you speak up, then, or if you lend your voice to that person or to that community, then it will empower them. It can do nothing else but. And also, you were talking about it's scary to raise your voice up in these situations. Yeah. But that fear that you have of kind of like, well, what if I were to kind of put myself in that danger? Well, the person who you are kind of feeling concerned for is already in that danger. It's a very small comparison to the person who's actually receiving that hate. So yes, use your voice. So Joe writes, question from Manny. Did you experience white guilt when faced with narratives that expose your role in the context of a systemically racist province/country? If so, what is your position on allyship, and what role do you think you can play in dismantling injustice on a community scale? That's a huge question. Yeah. That's a huge question, and it's kind of been on my mind since the beginning of this project. That got heightened in May after the murder of George Floyd, the Black Lives Matter movement, and it's everywhere. I think a lot of white men are asking themselves this question in one capacity or another. Yeah. Even like everyone, even myself, I was like, the racism that Asians endure in North America anyways is like nothing to the racism that African Americans endure. Like, so even like myself, I felt weird. I felt weird continuing the project and like continuing to put light on that when there was that issue going on. Ben, en fait, il y a une culpabilité aussi, genre, des communautés asiatiques, ou moi, en tant qu'Asiatique, que j'ai par rapport au fait que le racisme qu'on vit, pour moi, je sais qu'on dit on va pas comparer les malheurs, mais la réalité, c'est que le racisme que je vis est moins, disons, violent que ce que d'autres communautés vivent. Par contre, est-ce que ça veut dire que je peux pas en parler? Comme c'est là que j'essaie de dire non, il faut quand même qu'on en parle parce que il faut qu'on s'aide en tant que communauté, comme la santé mentale, il faut tout ça, mais il y a une violence qui reste quand même. Oui, c'est ça. Il y a une violence qui reste, et puis c'est comme c'est pas aussi violent, mais ça reste violent. Donc, il y a aussi, c'est ça, une culpabilité par rapport aussi. But, so I Asian-splained the white guilt thing. So to go back to Joe's question, specifically with regards to a white dude trying to unpack a lot of shit, this is something that I've kind of like that's been in my mind, that's been on my mind, and that struggling is not necessarily the right way to put it, but I've definitely been like thinking about it a lot. And then to finally receive this question from Joe was like, oh shit, like, all right, now I feel like I can't run away from it. And so I really, actually, I'm glad this question came up, and I want to kind of like address it. The fuck am I trying to say?
Guilt. I've lived with a lot of guilt throughout my life. I come from a Roman Catholic background where guilt is a very important part of life and of existence and of like existing in the world. And I've been trying to put that guilt away. That's like a baggage that I do not want to carry with me. So do I feel a lot of sadness? It's tough to answer. It's really tough to answer. What I've kind of figured out for myself, or what I've kind of like managed to accept or tell myself, is that no, I don't feel guilty. I don't feel guilty because I feel like I'm existing within the system where it exists. And feeling guilty about it does absolutely nothing. It doesn't help people who are experiencing this systemic racism. And it doesn't actually make me do anything to help them or to help our society kind of heal from that systemic racism. So I don't feel guilty about it. However, I do feel a huge responsibility. And this is something I recognize as a white man, is that I could do nothing. And by doing nothing, I could live a very comfortable and easy life. And if I were to coast through that life and on my deathbed kind of like look back and be like, oh shit, like, yeah, there was like a bunch of racism back in like, the 1600s, a bunch of racism back in the 1800s, a bunch of racism back in the 20th century. And then I lived like, 60, 80, 90 years and did nothing about it. Then yeah, I would feel really fucking guilty. But right now, I'm like living my life. And I feel that by taking, I guess to go back to Dave's question, by kind of like using my voice to stand up against such injustices, or to have conversations around these subjects. That's kind of like my way to feel okay with it, and to feel like I'm stepping away from, or I'm not participating, or I'm not continuing to participate in the same way that I would be than if I were to do absolutely nothing. I know I still exist. Tu restes pas dans l'aveuglement. Comment? Tu restes pas dans l'aveuglement. Je reste pas dans l'aveuglement, et puis en fait, comme ça vient avec un certain refus ou je sais pas. Fuck, this is a big question, man. What is your position on allyship? Are you for or against it? I like that part of the question. Man, what role do you think you can play in dismantling injustice on a community scale? Mm-hmm. I mean, I guess like your answer is as good as mine for that one. But the one part that I really focus on there is community, and that's something else that's actually kind of like made me feel like I've got much more agency through my person and in the actions that I have. Is I can participate in my immediate community, in the world that's around me, in the people that I affect and that affect me, and I feel like that's kind of like where I belong. That's where I have like a place, and that's where I can that's where I can give support. Yeah, like I think Jill's question, like what role do you think you can play? Like the answer to that, it really depends on what can you do. Like, are you in a position where you can give people a job? Like, when you can give space to someone? Are you able to pay someone properly and choosing not to? Like, it really depends on the power that you have in a lot of situations in your life. So, yeah. Like, it's so dependent on
the context of each individual. Yeah, hard question, Joe. That's a tough question. Yeah. Valérie a une question. Elle dit « Je suis une femme cis blanche et j'ai peur de faire des faux pas avec mes collègues asiates. Est-ce OK de poser des questions sur leur asiatitude? » I like it, asiatitude. OK, je peux répondre pour moi. OK, est-ce que si quelqu'un vient me poser des questions sur le fait d'être asiatique, est-ce que j'ai envie que quelqu'un vienne avoir cette conversation-là avec moi en tant qu'asiatique? La réponse, c'est non. Donc voilà ce que j'en pense. Est-ce que je pourrais rajouter une petite nuance? Oui. Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que tu vas t'ouvrir à eux de la façon que tu es en train de leur demander de s'ouvrir à toi? Et si, justement, il y a cet échange d'informations, puis cet échange d'expériences, cette vulnérabilité ouverte entre vous, ben là, ça devient correct. Mais là, ça devient vraiment un échange. So. Yeah, good point. En fait, Valérie, ça me fait penser, en fait, ce que Manu vient de dire par rapport à ta question, par rapport aux échanges. À un moment donné, Manu et moi, durant le processus, avant d'enregistrer les émissions, on faisait un petit Zoom ou un FaceTime, puis je lui ai dit, je me sens vraiment pas bien par rapport au fait que toi, tu vas apprendre plein de choses sur moi, puis qu'en fait, moi, je suis pas en train d'en apprendre sur toi. It doesn't make me feel good. Puis je me rappelle que quand je disais ça, je pleurais parce que j'étais comme nerveuse de te le dire. Puis je disais, j'ai l'impression que tu connais plus de choses sur moi que moi sur toi. Je me sens pas bien par rapport à ça. Après ça, Manu... Après ça, j'ai fait un gros effort justement à m'ouvrir à toi, des choses qui me passaient par la tête, des expériences personnelles, de les partager avec toi. Donc, c'est ça. Ça a comme continué à bâtir notre amitié de façon égale, on va dire. Là, je sais pas, équivalente, ou peu importe, ou réciproque, plus réciproque. Donc oui, il faut qu'il y ait une réciprocité dans l'échange. Je sais que j'ai répondu un peu durement à ta question, mais c'est comme une question importante, en fait. Kyung-sa had a really cute question. For me, if you could tell your 50-year-old self something, what would you say? Oh, God, I can't answer that. But it's super cute. I really do not want to live for that long, Kyung-sa. So I guess it's hey, 50-year-old person. It's like, I'd be like, I'm sorry. Why aren't you dead yet? I mean, that long, I know it's not that long, but I actually don't want to, like, I've always wanted to have a short life. And I'm kind of in it now and doing my best to kind of live a full life. So hopefully by 50, I would have like continued to live a full life. So I'll have like so many stories to tell. But I guess if you would tell your 50-year-old self something is, I'm sorry you had to go through all this bullshit. Kyung-sa also asked me, what struck you the most throughout the whole process? One sentence. Okay. Wrap it up. That from difficult conversations can come really beautiful things. Point final. We should probably thank people. Oh shit, on a comme 4 minutes. OK. OK, comme c'est qui toutes les personnes qu'on doit remercier? Chitakon Bakam, qui a composé la musique thème de notre podcast fantastique. Merci beaucoup, Chitakon. Il y a Brian B. Young, son nom d'artiste, qui a fait le visuel. Je suis allée dans sa cour, j'ai parlé des invités, il faisait les petits dessins. Je me suis baignée dans sa piscine. C'est ça, approche très fidèle à ce qu'on faisait. Fun! Il y a tous les invités qui ont participé à l'enregistrement du podcast. Merci beaucoup d'être venus nous voir dans des moments difficiles. Tu sais, déjà, c'était pas évident ou naturel de sortir en temps de quarantaine. Puis aussi avec l'anxiété comme qu'on avait par rapport à tous les gestes racistes que les gens vivaient dans la rue ou dans les magasins, dans les endroits publics. Je sais que c'était beaucoup à vous demander puis que ça a pris beaucoup de courage de juste sortir de la maison. Puis en plus de venir me parler, avoir une conversation avec moi. Donc, merci beaucoup. Puis merci à ceux qui nous ont prêté l'équipement, Jean. Bideshi, les productions Leitmotiv qui nous ont laissé leur studio d'enregistrement pour... leur bureau pour qu'on construise un studio d'enregistrement. Broche à foin. Broche à foin, mais qui a quand même fonctionné. Et puis, je voudrais dire un gros merci à toi, Laura,
d'avoir eu le courage de prendre le microphone et puis de parler juste de parler. Thanks for bringing me on this adventure. It was fucking cool. I had a really good time. Yeah, me too. Non, puis merci de m'avoir supporté. C'est très cool. Donc, pour un petit mot de la fin, de continuer à créer, d'utiliser nos voix, qu'on a besoin d'une diversité d'idées, puis on parle pas juste de diversité, des communautés asiatiques, noires, québécois, anglophones, francophones, mais aussi une diversité à travers les idées dans les communautés asiatiques. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'être toutes unies puis de penser la même chose. Au contraire, on a besoin de prendre la place puis de dire c'est quoi nos points de vue puis d'avoir ces conversations-là, ces échanges-là. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait dans notre narratif. Puis, je pense que c'était ça un peu c'est ça qu'on a fait. C'est ça, on peut tous se permettre d'être imparfaits et d'être doux. To be soft with ourselves and to be forgiving of ourselves and our imperfections. There you go. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Thanks for listening, everyone. You guys are awesome. And adieu. Hasta luego. Oh, my heart just jumped there when you started. I was like, oh God, it's happening. It's like the roller coaster at La Ronde. No turning back. I'm not going to pass out. I'm not going to pass out. C'est comme un des moments les plus forts de notre amitié. Quand j'ai eu le choc vagal. C'était le vampire vagal. à La Ronde. C'est ça. Quand tu t'évanouis 3 fois dans la neige.